Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous. Encore un petit débrief hebdomadaire de la semaine politique. On va beaucoup parler de Marine Le Pen parce que d'abord il en a beaucoup été question cette semaine. Elle a fait sa rentrée politique il y a maintenant une dizaine de jours là dans la coccinelle en tendant la main droite, coccinelle Volkswagen en tendant la main droite. Mais là il y a eu des sondages qui sont assez alarmant quant à son enracinement, on va dire, dans la population. En gros, elle fait moins peur, elle est de plus en plus crédible, elle a de plus en plus une équipe, les Français la voient présidente de la République, tous les indicateurs, en fait, sont en progression. Voilà, tous les indicateurs sont en progression. Et surtout, moi, ce que j'avais noté particulièrement dans le sondage Elab qui est sorti jeudi, c'est qu'elle fait notamment une percée particulière chez les retraités et chez les cadres, dans une moindre mesure. Mais dans ces deux catégories socio-professionnelles, c'est là où elle monte, où son score augmente le plus. Bon, c'est un peu oui, et avec il y a tous les enseignements qualitatifs de ce sondage de Elab sur le fait qu'elle progresse en crédibilité, etc., en capacité de rassemblement, donc ce qui était quand même pas tellement son fort jusqu'à présent. On pensait plutôt qu'elle était clivante que rassembleuse. Et puis il y a le sondage aussi qui est sorti cette semaine, dans lequel je pense c'est Ipsos qui teste 8 hypothèses de candidats de premier tour, en fait pour vérifier qui est le meilleur candidat pour la Macronie. En fait c'est un peu ça le cœur du sondage. Alors il y a eu de ce point de vue deux interprétations. Il y a ceux qui ont regardé ce qui se passe à gauche, puis il y a ceux qui ont regardé ce qui se passe à l'extrême droite. Alors comme là on parle de l'extrême droite, dans ce sondage elle est entre 30 et 33% au premier tour, 30% si c'est Édouard Philippe, et 33% si c'est tous les autres candidats. Donc Yael Braun-Pivet, Gérald Darmanin, etc. Le maire. Donc elle est testée au-dessus de 30%, on va dire en moyenne, et hors Zemmour et Dupont-Aignan, qui totalisent tous les deux autour de 5%. Donc ça met une extrême droite qui est au-delà de 38% au premier tour. Donc là, la question, je veux dire, il y a 6 Français sur 10 qui répondent, qui pensent que l'hypothèse Marine Le Pen élue présidente est une hypothèse crédible. Ils ne disent pas qu'ils le souhaitent, ils ne disent pas ce qu'ils l'anticipent, ils ne disent pas ce qui va se passer, mais qu'en tout cas, la crédibilité, ce qui apparaissait comme étant insensé, qu'on pensait qu'on mettait n'importe quelle chèvre devant Marine Le Pen, c'était la chèvre qui était élue. Là, c'est plus tout à fait la question, quoi. Là, c'est quand on commence à avoir en premier tour un tel capacité de mobilisation d'un électorat, un tiers sur son nom, plus les petits vaisseaux autour. Plus une partie des LR. Non, mais bien sûr, c'est pas la seule chose. T'as plus une part. Après, pour le second tour, tu as une deuxième question, c'est que quand tu as fait 38% au premier tour, tu dois en décrocher une petite partie. Tu dois en convaincre une petite partie qui n'avait pas voté pour toi ou pour ton camp au premier tour d'aller au deuxième tour. Et puis tu as aussi la capacité d'annihiler le report sur l'autre candidat. C'est-à-dire que est-ce que la gauche va aller voter pour Édouard Philippe? Tu vois ce que je veux dire? En plus, il est quand même entré en campagne sur là son livre qui sort. Très clairement, son objectif, c'est de continuer de refaire, de dépecer sa famille d'origine. Certainement parce que sa première question, et il n'a pas que tort de se dire que la première question c'est d'être au second tour. Donc pour être au second tour, là il a besoin de faire la nique au LR, sachant que Jean-Luc Mélenchon est crédité dans toutes les hypothèses à 16%. Donc ça veut dire que s'il fait 22, il est à portée de pierre de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que Mélenchon peut décaniller, il est décanillé dans ce sondage tous les autres candidats. Donc si c'est Darmanin, Le Maire, Yael Braun-Pivet ou je ne sais qui, ou Gabriel Attal,
c'est Mélenchon qui est au second tour dans ce sondage. Le seul qui passe le second tour, ça serait donc Édouard Philippe, mais à 22, quand on est à 16, l'affaire n'est pas faite, surtout qu'on sait que Mélenchon est testé à 16, ça ne veut pas dire qu'il arrive à 16. Là, en général, il est en capacité de produire une dynamique pendant la campagne pour pouvoir monter. En tout cas, c'est ce qui s'est passé lors des 2 dernières présidentielles. Oui, tout à fait. Enfin, je veux dire même la première. Dans les trois campagnes, il commence beaucoup plus bas qu'il n'arrive. Donc, il peut. Enfin, je veux dire, on peut légitimement se dire que 16-22, ça ne met pas Édouard Philippe au second tour, assurément. Ça veut dire que le second tour est ouvert entre un candidat de la Macronie et, à ce stade, Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon seul. C'est-à-dire que le seul personnalité à ce stade qui émerge dans ceux qui sont testés. Alors tout le monde n'est pas testé, ne sont pas testés. Gabriel Attal. Ah non, Gabriel Attal est testé pour la Macronie, bien sûr. Gabriel Attal, non, ce dont je veux dire à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est testé et François Ruffin ou Clémentine Autain ne sont pas testés. Donc je dirais qu'ils sont des candidats issus de du courant insoumis et qui peuvent être des alternatives à Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, ceux-là ne sont pas testés. Bon, ces 2 sondages nous ont rendus extrêmement perplexes et j'avoue que même c'est pas que nous que ça rend perplexe. Je veux dire, il y a un gros coup de bambou parce que même si on peut voir comme une possibilité d'accéder au second tour parce que vraiment la Macronie elle est très 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 abîmée. Enfin, je veux dire, le plus haut c'est Édouard Philippe et c'est à 22%, c'est quand même pas brillant. En même temps, pour l'instant, ce qu'on retient, c'est la percée de Marine Le Pen, un total des gauches qui n'est pas forcément catastrophique. Qui est entre 30 et 35%, qui est même plus proche de 35%. Oui, et même qui flirte avec les 40%, si ce n'est pas Édouard Philippe. Et ça demande à être regardé, parce qu'en fait, ça veut dire... Bon, Jean-Luc Mélenchon, lui, fait 16, mais si ce n'est pas Édouard Philippe, donc tous les autres candidats de la Macronie qui ne convainquent pas, puisqu'ils sont autour de 12, je ne sais pas combien, entre 16 et 12 et encore plus bas, quand ça, il libère un électorat qui votait Macron et qui se reporte, qui revient à gauche, évidemment qui ne revient pas pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne décroche pas un électorat de la Macronie. Il est indifférent, en fait, on s'en fiche quand on vote Mélenchon, on s'en fiche de savoir qui va représenter la Macronie. Par contre, les autres candidats de la gauche sont susceptibles de gagner un certain nombre d'électeurs qui sont issus de la Macronie. Donc voilà, ça c'est un premier enseignement. Ce qui pose, c'est un enseignement, mais qui pose la question de la capacité, en fait, de Jean-Luc Mélenchon et plus largement des Insoumis à aller au-delà de leur strict socle électoral, puisque c'est pas eux qui vont... Ou en tout cas, de ce côté-là, de l'échiquier politique et de ce côté-là des électeurs. Oui, c'est-à-dire que s'ils sont au second tour, je ne doute pas que si Jean-Luc Mélenchon est au second tour, il ne fera pas 16% au second tour, il rassemblera la gauche, mais par contre, ce qui est sûr, c'est ce que tu viens de dire d'une certaine façon, c'est que il n'a pas une surface d'adhérence du côté de ceux qui ont quitté la gauche, très élevé. On va même dire le contraire. On va dire qu'en fait, la question qui se pose, c'est finalement, il y en a 2. Il y a comment accéder au second tour. Voilà, donc il y a Édouard Philippe, mais c'est pas absolument certain qu'il soit au second tour. Et puis deuxièmement, il faut comment battre Marine Le Pen. Parce que quand même maintenant, l'idée qu'elle est au second tour, Marine Le Pen, devient quand même l'idée la plus solide. Alors évidemment, c'est pas donné, parce que d'ici là, il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir un événement politique majeur et Marine Le Pen est un chat et les chats sont mortels. Donc elle peut mourir. Il peut se passer quelque chose qui fasse que ça ne soit pas elle et que les cartes soient rebattues. Mais enfin, en l'état, on va dire que c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc c'est cette double question qui occupe un peu toutes les conversations en ce moment, tous nos esprits, toutes nos angoisses. Comment aller au second tour? Comment gagner après? Parce qu'en fait, quand même, l'enjeu, c'est d'empêcher Marine Le Pen d'être au pouvoir
et de garder une gauche en état de marche. Donc, les deux. Vas-y. Mais c'est intéressant parce que cette possibilité maintenant qui est de plus en plus présente dans la tête des gens de Marine Le Pen, c'est-à-dire de l'extrême droite au pouvoir dans notre pays, je ne sais pas en fait ce qu'elle peut générer. C'est-à-dire que pour l'instant, en fait, on est passé de c'était pas possible en 2002, en 2007 c'était toujours impossible, et puis de plus en plus la question de la probabilité augmente. Mais sauf qu'en fait, au bout d'un moment, moi, j'ai l'espoir et j'ai même la conviction que les gens vont se dire, ah, mais en fait, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Enfin, je veux dire, certes, ils sont en train de développer un programme sur une foultitude de points, à la fois sur les questions d'énergie, sur les questions d'écologie, sur les questions sociales, les questions de logement, qui sont honnêtement qui parfois valent le coup d'être entendus, en tout cas qui sont audibles, je trouve, dans l'espace démocratique, l'espace public, l'espace médiatique. En revanche, ils ont toujours, et ça c'est pour moi ce qu'il y a de plus dramatique, ils ont toujours cette colonne vertébrale en fait qui structure aujourd'hui leur pensée et leur rapport au monde, qui est une colonne vertébrale, moi que je dis pétrie de haine en fait. C'est la haine de l'altérité des étrangers, des musulmans, des assistés, c'est-à-dire que tout est construit autour de ça. Et si on n'arrive pas... Des gens pas comme nous. Des gens pas comme nous, exactement. C'est-à-dire qu'on est chez nous. C'était leur grand slogan, il fut un temps, c'est on est chez nous. Et ce nous, en fait, c'est ce qu'il y a de plus important. Et cette façon dont ils définissent le nous par exclusion, en fait, des autres, est ce qu'il y a, à mon avis, c'est ce sur quoi, en fait, on devrait mettre le paquet. Moi, c'est ce que j'ai expliqué hier à Laurent Jacobelli, qui est un député du Rassemblement national. J'en ai rien à foutre, en fait, de ce qu'il raconte sur la TVA, sur toutes leurs mesures sociales, etc., qui parfois, et je suis désolé de le dire à certains, ressemblent assez furieusement à certains points du programme que proposent certains partis à gauche. Mais c'est pas le sujet. Comme je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire là. Adolf Hitler a fait des formidables autoroutes en Allemagne et il a bien protégé les forêts. Enfin, excusez-moi, mais j'en ai rien à branler. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas le sujet. Et on devrait l'attaquer et en fait répéter ça. Et tout pour la colonisation. Exactement. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est la même chose, bien sûr. Et donc, on juge globalement et à l'aune d'une façon de voir le monde et de. Mais je dis ça à dessein parce que j'ai eu des discussions avec notamment des députés de la NUPES, en fait, qui m'expliquaient il faut leur dire qu'ils n'ont pas augmenté le SMIC, enfin qu'ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, il faut leur dire qu'en fait ils sont antisociaux, etc. Moi, j'ai l'impression que en utilisant ça, en utilisant ce type d'argument, on va droit dans le mur parce que aujourd'hui, ils ont réussi à acquérir une crédibilité du côté social qu'on ne pourra pas leur enlever, et même, je vais dire qui est assez légitime. Moi, que j'ai même pas envie de leur enlever, mais cette crédibilité sociale qu'ils ont acquise auprès d'une partie de la population, encore une fois, ils ont réussi à l'inscrire dans une proposition xénophobe et anti-assistée plus globale qui, à mon sens, devrait être genre l'objet sur lequel on devrait se concentrer. Et donc, tout ça pour dire que, en fait, au bout d'un moment, si on arrive en fait à reconstruire, parce que en vérité, je pense pas que les Français soient aussi racistes que le projet en fait qui est proposé par le Rassemblement national et par l'extrême droite en général. Et donc je me dis qu'en fait à un moment, si on arrive à construire à la fois un contre-discours tout en déconstruisant leur discours sur le racisme, on peut générer en fait un sursaut qui empêche Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. Et c'est pas être moralisant, parce que c'est ce que le député Jacobelli m'a envoyé au visage. Il m'a dit vous êtes la gauche bobo moralisante, etc. Non, je suis désolé. En fait, être ferme sur la question d'antiracisme, exactement, et parler de stratégie liée à la question antiraciste et contre la xénophobie, etc. C'est pas être moralisateur. Enfin, je pense que c'est même l'essence même de ce qu'est la France. Donc, et là, moi, j'aurais même envie de leur dire, ils sont anti-France en fait, en faisant cette proposition complètement rance on va en parler tout à l'heure, mais par exemple refouler tous les migrants.
complètement dément de raconter ce genre de choses. On y reviendra tout à l'heure. Mais je pense que c'est là-dessus en fait qu'on devrait se concentrer plutôt que voilà sur tout le reste qui sont des questions importantes auxquelles on doit bien sûr apporter des réponses et on doit construire notre projet autour de ça. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut combattre le Front National. Oui, alors je suis totalement d'accord avec toi, avec deux remarques. La première, c'est que le meilleur opposant à Emmanuel Macron, c'est pour les Français Marine Le Pen et de loin. Dans les sondages, dans les éléments de sondage qui m'ont vraiment un peu choquée, c'est qu'en fait, au lendemain de l'élection législative, la NUPES et le Front National étaient à autour de 30% et se considéraient comme les meilleurs opposants. Ils se partageaient le titre de meilleur opposant. Aujourd'hui, c'est 19% et le Front National 43%. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 2,5 fois plus, alors qu'ils étaient à égalité. Il y a 1 an et quelques mois, ils étaient à égalité. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus. Donc, leur crédibilité comme alternative, elle s'est installée et c'est ça qui leur donne leur force. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'ils ont ce que tu viens de dire, c'est que ils apparaissent comme une autre solution, quelque chose qu'on n'a pas essayé, par exemple. Je pense qu'il y a un niveau de colère immense dans le pays à l'égard de la situation, mais pas simplement de la situation individuelle, évidemment, les difficultés quotidiennes, le décrochement, mais aussi l'état des services publics, le sentiment que la France se dévalorise et décroche, il y a vraiment une très grande inquiétude et colère, et que ceux qui n'ont pas été au pouvoir et qui n'ont pas été testés, c'est eux, et que par ailleurs, la gauche n'est pas parvenue à apparaître comme porteuse d'une vraie alternative au moins aussi forte que celle que le Rassemblement national représente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que tout autant que la question du racisme, c'est la question de la haine dont tu as parlé. Et moi, je crois... Martelly, dans une midinale que tu as fait cette semaine, dit face au risque de guerre civile, il faut avoir un projet alternatif émancipateur fort. Et moi, je pense ça. C'est-à-dire que je pense que Marine Le Pen, elle est pas seulement raciste, quoi. C'est elle fracture, elle divise et elle ne reconnaît pas à chacun d'entre nous la liberté de parler, de se projeter dans l'avenir, de s'exprimer, d'avoir des rêves différents, d'être d'ici ou d'ailleurs, et d'être il y a une espèce de norme de mise au rang, de mise en ordre qui s'impose dans le discours du Rassemblement national, qui est générateur véritablement moi je pense de très graves dangers sur la division et la déchirure du tissu social, d'une forme de guerre civile. Alors on le voit très explicitement à l'égard des musulmans, mais c'est pas que les musulmans, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du tissu qui peut être déchiré par l'accès au pouvoir de l'extrême droite. Et ça, je pense que ça peut faire peur. C'est-à-dire que, pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi que le problème n'est pas de montrer qu'ils n'ont pas voté l'augmentation du RMI ou du RSA ou du SMIC. Mais c'est aussi de montrer qu'ils nous fracturent, ils nous divisent, ils vont nous affaiblir notre place dans le monde et nous diviser dans les familles, entre amis, etc. Et ben justement, c'est aussi sur la question de ce rapport au monde, à mon avis, qu'il faut se poser des questions, parce que en vérité, le Rassemblement national, et ce depuis longtemps, se bat pour un monde en fait où il y aurait des frontières qui seraient étanches à tout type de migration, à tout type d'échange culturel. Ils s'intéressent pas trop aux échanges culturels. Ils ont peur de la submersion migratoire. Ils ont peur de les invasions idéologiques, etc. Donc ils veulent tout fermer. Pendant un temps, la gauche, elle avait une proposition qui était, on disait, soit internationaliste, soit altermondialiste, mais en tout cas, on avait un projet pour le monde qui était un monde d'ouverture. Et aujourd'hui, quand j'écoute ce qu'a raconté la gauche et ce qu'ont raconté les écologistes, que je mets aussi dans la gauche,
Bah, c'est plus tout à fait ça, parce qu'il y a la question écologique d'abord, et que la question écologique, on est obligé de se dire, bah, vaut mieux faire français plutôt, enfin, en fait, ils disent local, mais enfin, quand tu dis local et que tu es en France, bon, bah, en fait, c'est français, quoi, enfin, et le made in France, etc. Enfin, du coup, la proposition, voilà, hop, se resserre, même si il y a quand même des projections dans le projet écologiste, internationaliste, et que les combats dépassent les frontières, etc., et que la question climatique est une question qui dépasse les frontières, mais quand même, il y a aussi cet aspect, en fait, au bout d'un moment, on va pas y arriver. Et puis, il y a la question du dumping social, qui est l'autre grande question, qui est, ah bah oui, mais enfin, le problème, c'est que, c'est d'ailleurs une façon, moi, que je vois chez certains représentants de la gauche, de parler du monde, oh bah les Chinois, les Roumains, les Égyptiens et puis les Colombiens, ils nous veulent notre travail. Et puis à cause d'eux, on est obligé d'importer des poulets dégueulasses, etc. Machin. C'est-à-dire que un rapport en fait qui est juste dans ah bah oui, mais là-bas ils ont d'autres règles et donc cette mondialisation est en train de nous tuer. Bon, est en train d'assassiner notre capacité en fait à être souverain et à réfléchir sereinement à l'intérieur de nos frontières. Et donc là aussi en fait il y a une tentation plutôt de resserrement en fait de la vision. Moi je pense que à cet endroit-là on manque en fait d'une vision ouverte d'une mondialisation qui ne serait pas une mondialisation capitaliste néolibérale telle que proposée par Emmanuel Macron, faite de concurrence en fait, que le monde serait un grand marché et que en gros les nations et les multinationales se battraient des bouts de ce monde-là. Ce serait pas non plus un truc où on ferme complètement les frontières et où on revient, comme par exemple ça a été proposé hier sur le plateau encore par Gilbert Collard, député d'extrême droite, mais maintenant il est même plus affilié. Il a dit qu'il fallait revenir sur les accords Schengen, par exemple. Il fallait arrêter avec Schengen, il fallait remettre des frontières partout. Bon. Et nous, en face, bah, on est là, genre, c'est un peu compliqué parce que à la fois le dumping social, bah oui, c'est quand même un problème. À la fois, on n'a pas envie d'importer du poulet plein d'OGM qui vient de l'autre côté des États-Unis. On est contre le libre-échange, bien sûr, les grandes zones de libre-échange. Mais en même temps, bah, et on est contre les voyages. Bah, bien sûr, il faut pas trop aller voyager en avion, etc. Mais en même temps, bah, il faut quand même avoir un rapport au monde, y avoir un rapport ouvert au monde. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas très articulé, qui est pas très construit en fait. Et on pêche parce qu'en face le projet du RN, alors là c'est clair. Et même le projet de Macron aussi, il est très clair. C'est on va être les meilleurs, on va être les plus puissants. Bon alors en fait on n'est pas vraiment. Ça c'est la proposition de Macron. C'est la France première, genre je sais pas quoi, géopolitique, puissance économique, etc. Et on va faire briller en vendant des Airbus et des Rafales. Bon, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et ça me fait penser à cette affaire des européennes qui est l'autre sujet qui maintenant est un peu à bas bruit. Qu'est-ce qu'on fait? Comment la gauche va s'en sortir de cette affaire? Je me dis que il n'y a pas d'autre solution, en effet, que de préparer 2027 en essayant de sortir des placards les sujets qui font problème. Or, cette question du rapport au monde, du protectionnisme, de l'Europe, etc., sont dans les sujets qui nous divisent pas à la marge, contrairement à ceux qui pensent que en fait on s'en fout parce que au Parlement européen, la plupart du temps on vote ensemble et que c'est l'enjeu. De toute façon, c'est pas qu'on dirige l'Europe, donc l'enjeu c'est de se rassembler pour faire un score le plus élevé. Moi, encore une fois, je ne néglige pas du tout cette importance-là parce que c'est évident qu'il importe que la gauche apparaisse comme étant une force politique d'alternative, pas simplement avec des idées, mais avec une force politique, donc voilà. Mais pour que ce projet ait la puissance d'être une alternative, il faut qu'il soit quand même un peu plus consistant, un peu plus travaillé. On voit, moi je donne mon interprétation, le fait qu'on soit passé de un peu plus de 30% des gens qui pensaient que nous étions en tête des forces de contestation de la Macronie à 19%, c'est pas parce qu'on n'a pas contesté la réforme des retraites. Ça, on peut dire qu'on l'a contesté. Tout le monde le sait. Mais on n'a pas su apporter une proposition qui
porte sur les enjeux qui étaient autour de la question des retraites, à la fois de son financement, de l'organisation du travail, de la solidarité intergénérationnelle, etc., etc. Donc on n'a pas pu, pas parce que les uns et les autres n'avaient pas d'idées, mais parce que comme on n'a pas creusé les différences, ben on s'en est tenu un peu à un programme minimal. Superficiel. Oui, enfin minimal, qui était la contestation de la réforme. Qui d'ailleurs continue de nous souder. Mais on voit bien que ça ne suffit pas. Pour pouvoir gagner face à Marine Le Pen, il faut avoir un projet qui emballe, qui emporte, qui convainc. Et donc ça suppose de bosser. Alors si les élections européennes, on est ensemble, tant mieux, et qu'on s'en serve pour travailler à une proposition qui porte sur les enjeux qu'on vient de se dire, transnationaux, au-delà de la nation, etc. Mais si on n'est pas ensemble, eh ben, il faut en faire quand même aussi un moment où on discute et on réfléchit à ces enjeux qui sont extrêmement importants, qui sont en fait ceux de finalement le niveau de réponse que l'on a face aux défis qui sont ceux qui se présentent à nous, quoi. Et donc là, moi, je crois que les tarabistouilles politiciennes ne feront rien face aux problèmes auxquels on est confronté. Il faut qu'on ait un projet alternatif fort. Est-ce qu'on ait une gauche qui soit solide, avec des différences, mais avec des visions rapprochées, pas rassemblées, mais rapprochées, en se servant du travail qui a été fait depuis 10 ans et qui a permis de remettre le centre de gravité du côté quand même de l'antilibéralisme, mais que ça n'épuise pas tous les sujets et que ça ne nous suffit pas pour nous porter au premier rang. Voilà. Donc là, moi, voilà. Et puis qu'on ait à la fois ce projet fort et un projet aussi qui rassemble. Parce que l'enjeu, encore une fois, c'est pas simplement de battre Édouard Philippe. Hein, c'est de battre, c'est-à-dire c'est d'être face à celle qui bénéficie de l'avantage de elle n'a jamais essayé, on ne l'a jamais essayé et on veut autre chose. Il faut qu'on propose autre chose qui n'a pas été essayé, qui est crédible et qui ne fait pas peur. C'est-à-dire qui n'effraie pas tous ceux que nous avons besoin de rassembler pour obtenir une majorité dans l'élection et ensuite dans la réalisation. Exactement, parce que pour ça veut dire aussi, et il y a 4 ans pour le faire, c'est créer une dynamique politique et sociale suffisamment puissante. On n'a plus 4 ans maintenant. Hein, je veux dire, on a 3 ans et demi. 3 ans et demi avant l'élection. Avant l'élection, donc ça veut oui, dire, je veux dire, maintenant le tic-tac est enclenché. Je veux dire, on va passer une séquence. Moi, j'aimerais que le mois qui vient, l'année qui vient, soit une année qui soit consacrée, notamment à cette question de l'au-delà de la France, l'Europe, le monde, le protectionnisme. C'est quand même une question. Et l'au-delà des partis, tu vois, genre, protectionnisme. Que, Ruffin, il passe son temps à répéter qu'il est protectionniste. Je sais. Mais ce qui est moi, pas... je l'aime bien, mais moi, je suis pas protectionniste. Voilà. Non, mais ce qui est pas inintéressant, mais il faut faire attention en fait à ce que ça veut dire en fait. Et je sais, j'imagine très bien que sur les mots, mais non, mais j'imagine très bien que lui-même voit les limites en fait de ce que ça veut dire qu'utiliser ce terme de protectionnisme ou même de souveraineté nationale. Genre systématiquement dire bah oui, non, mais on est souverain, donc il faut qu'on ferme, etc. Enfin, ce que ça veut dire d'exclusion. Je dis pas qu'il faut pas l'utiliser. Moi, c'est un terme qui m'intéresse, le protectionnisme. Je vois bien, genre je passe ma vie sur les plateaux télé à parler avec de la grande distribution et des producteurs, etc. et des agriculteurs, des représentants d'agriculteurs, ils nous disent tout le temps, ah bah oui, mais comment vous voulez, moi mon poulet avec le droit français et le bio français, etc. Bah il coûte 15 balles et à côté il y a les poulets polonais, hein, je cite les producteurs qu'on a eu, bah oui, ils peuvent le vendre 2 euros, genre il est bourré de je sais pas quoi et genre il arrive et ils ont pas le même droit du travail, ils sont pas payés au SMIC et machin et ils arrivent, il est un poulet à 2 euros, comment tu veux lutter? Et donc je vois bien que le protectionnisme à certains endroits c'est important, mais il faut réussir à l'articuler avec une proposition d'ouverture. Dernier sujet, Lampedusa. Donc cette semaine, c'est plus de 6 000, 7 000 en une journée. Un peu plus, ouais. Y a plein de bateaux qui sont arrivés de la Tunisie et de la Libye, qui sont arrivés sur les côtes de l'île de Lampedusa, donc où il y a quelques milliers d'habitants et il y a plus de personnes qui sont arrivées que de gens qui étaient présents, que d'habitants de l'île sur Lampedusa. Donc je crois qu'on est entre 7 000 et 8 000 personnes qui sont arrivées en 48 heures.
Et évidemment, immédiatement, en fait, c'est déjà un drame humain. Donc, fort heureusement, les bateaux déjà n'ont pas chaviré, ce qui est quand même heureux, parce qu'ils traversent quand même sur des barcasses, hein, faut quand même le rappeler. Ils sont arrivés, mais le problème, c'est qu'il y a que 400 places dans les centres d'hébergement d'urgence sur place, et que ils sont 8000, donc c'est le bordel complet. Il y a plein d'ONG qui sont voilà sur place pour essayer de s'occuper d'eux déjà, c'est-à-dire juste qu'ils puissent avoir à boire, à manger, un toit, etc. Enfin un toit de fortune, puisque voilà, des tentes, des machins. Donc c'est déjà très compliqué dans l'urgence. Et puis derrière, il y a qu'est-ce qu'a à proposer l'Italie, qu'est-ce qu'a à proposer l'Union européenne, qu'est-ce qu'a à proposer la France, tout spécifiquement, pour ces gens qui sont arrivés. Et la gauche. Et la gauche, exactement. Donc c'est très important. Qu'est-ce que la gauche a à proposer? Et là, tout de suite, t'as l'extrême droite qui a foncé là-bas. Il y a Marion Maréchal qui est partie bille en tête. Elle est arrivée à Lampedusa. Elle a commencé à dire oui, invasion de clandestins. Alors leur mot là, c'est le débarquement. Donc ils utilisent le mot débarquement pour dire un débarquement de clandestins, comme ça on était en 45. Enfin bon, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que le débarquement, c'est les alliés qui débarquent, hein. C'est les gens qui viennent nous aider, mais peut-être que pour eux, c'était pas forcément le bon camp, hein, les gens qui faisaient le débarquement. Mais enfin, ils utilisent le mot débarquement. Ils fustigent. Jordan Bardella a appelé Emmanuel Macron à n'accueillir aucun migrant sur le territoire français et à terme sur la question. Emmanuel Macron, vendredi, a pris la parole pour dire que toujours moite-moite, mais quand même, bon, il a fait le service minimum. Il a dit que bien sûr qu'il notait qu'il y avait une situation d'urgence humanitaire et que la France allait faire son maximum. C'est-à-dire sous-entendu, on va en accueillir hein, quand même. Le maximum d'accueil de Macron, c'est pas beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. On attend de voir combien et comment. 12. Voilà, c'est ça. Mais ce qu'on voit, c'est la montée en puissance mais hélas partout en Europe, hein, cette peur genre bleue des immigrés, des gens qui arrivent sur notre territoire, et c'est partout, hein, les titres de la presse, hier j'ai regardé européenne, c'était en gros, ils parlaient tous de vagues migratoires, on va être submergé, etc. Enfin c'est quand même ça globalement la température en fait sur ce sujet. Il y a une partie de la gauche qui dit, et notamment les associations humanitaires qui disent il faut les accueillir et donc organisons-nous pour les accueillir. L'enjeu principal, c'est de leur offrir un accueil digne. Et le deuxième enjeu, c'est d'offrir des voies légales et sûres pour qu'ils puissent arriver sur le territoire européen. Mais en vérité, du côté de beaucoup d'Européens et d'une partie des gouvernants, la question c'est comment on s'en débarrasse. C'est vraiment ça. Et c'est comment on les trie, comment on va récupérer ceux, en fait, qui, hier c'était comme ça sur le plateau, c'était ceux qui méritent vraiment de venir dans l'Union européenne, c'est-à-dire en gros qui sont chassés par des guerres, etc. Mais enfin, ceux qui n'ont rien à faire là, il faut les renvoyer. Enfin, moi, quand on voit en fait le périple qu'ils ont fait, je rappelle quand même qu'ils viennent, il y en a une partie qui vient de la Libye, donc ils ont traversé un pays qui est un chaos politique et social ultra dangereux, en plus où il y a eu des inondations, etc. Enfin, des graves problèmes écologiques. Ils le traversent. Ensuite, ils traversent la Méditerranée sur une barcasse. Ils arrivent à Lampedusa et là, on leur propose quoi? Qu'est-ce que leur proposent les Européens? Un tri d'êtres humains. Enfin, c'est d'une inhumanité absolue. Et le problème, c'est que ça se fait dans le plus grand des calmes. Les gens viennent sur les plateaux télé expliquer qu'il faut en accueillir aucun, qu'il faut les renvoyer dans leur pays, etc. Enfin, là, j'avoue que j'en perds mon latin. Enfin, c'est-à-dire que je comprends pas en fait comment on a fait en fait pour arriver à un moment où ce type de questions était légitime dans l'espace public. T'as des gens qui arrivent avec femmes et enfants et même des hommes genre qui ont risqué leur vie. Et nous, la question qu'on se pose collectivement, pas la gauche, hein, mais genre beaucoup de gens dans l'espace public, c'est comment on fait pour les faire retourner chez eux en charter. Ouais, pour empêcher qu'ils rentrent. Pour empêcher qu'ils rentrent chez nous. Oui, notre plus grand allié, c'est le pape. Hein.
Ouais. Franchement, enfin, je veux dire, pour me confronter au même problème que toi, c'est-à-dire quand on est dans des débats où on est en général, enfin moi je n'ai jamais rencontré un débat où je ne suis pas toute seule sur ce sujet, dans les débats publics, hein, pas débat entre nous, mais pas dans les débats au sein de la gauche, mais quand on se retrouve dans des émissions de télé ou etc., on est toujours tout seul sur ce sujet-là. Heureusement, d'une certaine manière, qu'il y a le pape. Alors, je sais que certains s'émeuvent que Emmanuel Macron aille à la messe à Marseille. Dont moi. Dont toi, voilà. Moi, franchement, j'en ai rien à carrer par rapport à cet enjeu-là, qui est que la parole du pape soit valorisée et écoutée. C'est-à-dire que là, en ce moment, il est l'autorité qui dit on va pas sombrer, on va pas abdiquer de notre humanité là, parce que c'est ça, franchement, c'est ça qui se joue. Hein, c'est de devenir des bêtes. Hein, franchement, moi j'ai vu les images aussi des jeunes qui arrivaient à Lampedusa. Ce qui m'a frappé, c'était la jeunesse de ceux qui arrivent. Enfin, je veux dire, ils ont une énergie vitale. Je veux dire, vous pouvez toujours vous accrocher pour les empêcher de rentrer. Ils trouveront, il y a un besoin de vivre, parce que la vie n'est pas possible de l'autre côté de la Méditerranée, et donc ils vont venir. Et la question, en effet, comme tu le dis, et c'est ce que disent très bien les ONG, c'est qu'il faut les accueillir, et on en avait déjà parlé ici dans la Médinale, la France est le pays européen le moins densément peuplé. On a des tas de villes, de villages qui dépérissent, qui perdent vraiment de la substance vitale parce qu'il y a beaucoup moins d'habitants, les écoles ferment, les commerces ne vivent pas, etc. Il y a possibilité de retrouver de l'énergie, de la vitalité avec tous ces jeunes qui débarquent et qui sont qui ont envie de tout défoncer, quoi, de pas défoncer au sens physique du terme, pas vraiment, qui ont de vivre, voilà, qui ont un désir de vivre extraordinaire et qui pourrait faire du bien. Et je crois que vraiment la question de dédramatiser le sujet. Alors ce midi on s'en parlait et on se disait tiens, quand les boat people vietnamiens ont débarqué, on les a accueillis sans que ça renverse la société française. L'Allemagne a accueilli je ne sais un million au moment de la crise avec la Syrie. Depuis elle se propose d'en accueillir 3. Je veux dire on n'est pas dans une situation où nous ne pouvons pas, tout au contraire, accueillir, et on adorerait, et ça nous aiderait, ça nous ferait bien du bien à tout point de vue, d'avoir un autre regard au monde, une jeunesse, et puis des bras, et puis des gens qui viennent travailler, etc., etc. Bon, ça me fait penser également à ce débat qui a agité la gauche autour de la pétition qui est paru dans Libération cette semaine, dans lequel on avait les écologistes, en tout cas des écologistes, des communistes, des socialistes et des macroniens dits de gauche, qui demandaient que le volet régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension ne soit pas abandonné. Et ça a beaucoup ému, notamment du côté de la France insoumise, et des communistes aussi, en disant non mais c'est quoi ce cirque, on est en train de valider une position absolument inhumaine, puisqu'on ramène des hommes et des femmes qui demandent des papiers à des choses et à leur utilité économique. Voilà, c'est-à-dire tu sers à quelque chose, on prend, tu sers à rien, tu dégages, sachant que tu peux passer de l'un à l'autre, on ne sait pas dans quelles conditions. Je dois dire que je comprends parfaitement cette objection puisqu'elle est la mienne. Je trouve ça abject. Je ne comprends pas qu'on admette de dire que c'est une mesure de gauche, la mesure de régularisation des métiers en tension. Ceci étant, je pense que ça nous ramène à la problématique du début, c'est-à-dire comment on s'en sort dans ce moment extrêmement compliqué pour ne pas être cornérisé, pour se faire comprendre, pour faire avancer les sujets, c'est-à-dire pour faire que, je me dis que ça, d'abord pour les dizaines de milliers de personnes qui peuvent obtenir leur papier, ça sera pas complètement sans importance, et ça met aussi un coin sur le fait qu'on peut vivre avec des gens qui ne sont pas de tout temps nés et n'ont pas toujours travaillé en France. Donc moi je trouve, j'y vois l'intérêt. C'est pour ça que je ne jette pas la pierre à ceux qui l'ont fait. Je pense qu'il ne fallait pas la signer, et je pense qu'il ne fallait pas la signer pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'il y en ait un programme, un projet de gauche solide, et que là, pour moi, ce n'est pas solide. C'est au contraire une glissade
sur le plan idéologique qui me paraît après on peut pas la remonter quoi et que face à Marine Le Pen et à sa poussée il faut qu'on arrive à tenir mais il faut qu'on arrive à tenir en se faisant comprendre. Exactement, parce que en vrai pour moi le problème c'est que là on est en train de se débattre sur un projet de loi, enfin une future loi. Alors en plus ils parlent même pas vraiment de loi, enfin ils font des propositions. On sait que c'est dans le cadre de la loi immigration qui va arriver. Là où les lois. Là où les lois, exactement. On ne sait pas s'il y en aura une ou deux. D'ailleurs si elle va avoir lieu tout court, mais enfin. Voilà. En fait le truc c'est que la loi en fait c'est pour moi l'aboutissement en fait de tout ce qui se passe dans la société et puis à la fin t'as la loi et donc et là le problème c'est que ce que valident finalement les députés de gauche enfin les représentants de gauche qui ont signé cette tribune, c'est en fait on a perdu la bataille culturelle sur la régularisation de tous les sans-papiers. Oui, mais pas que culturel, hein, je veux te dire, je pense que oui, ils se disent qu'on a perdu. Voilà, donc il faut prêter la main aux macronistes de gauche. Oui, non, alors moi, je serais pas aussi cynique, même si je pense cette lecture est tout à fait valable. Moi, c'est plutôt, je pense qu'ils se disent comme toi, on ne peut pas rester sempiternellement cornérisé. Il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on montre qu'en fait on peut avancer et que on peut faire des propositions qui soient crédibles. Et la régularisation de tous les sans-papiers, en fait, c'est pas crédible. Donc on va proposer de la régularisation d'un peu. Et c'est ce que m'a plus ou moins dit Julia Castagnier du Parti communiste que j'ai interviewé cette semaine. Elle me dit, c'est le début, puis après on va avancer. Enfin, moi je suis d'accord. Moi, ce qui me pose problème, c'est que la logique générale n'est pas la bonne et que elle induit en fait que on n'y arrive plus. En fait, on n'arrive plus. Le discours de dire on va les accueillir parce que de toutes les façons, genre, moi je reprends ce que disent à la fois Gémen et Errand sur le sujet, qui sont des spécialistes d'immigration. Il y a toujours eu des migrations, il y en aura toujours. Et moi c'était François Héran qui disait ça. Il disait vous avez beau empêcher les gens, mettre des murs, etc. La seule chose que vous mettez en fermant des frontières, c'est que vous augmentez le taux de souffrance et le taux de mort. Mais il y a toujours autant de gens en fait qui veulent passer. Et oui, si vous mettez des hauts barbelés, il y en a plus qui vont mourir en passant. Ça va créer plus de souffrance, mais ils essaieront quand même de passer. Donc moi, je suis pour en fait ouvrir ces barbelés, les faire passer, contrôler qui rentre. On fait des contrôles d'identité, machin, et puis ils rentrent. Et puis après on leur dit voilà ce qu'on a à vous offrir. Vous êtes quelques milliers, vous êtes quelques dizaines de milliers, vous êtes quelques centaines de milliers, peut-être même quelques millions, genre dans les années à venir. Mais on va y arriver. On fait de l'espace, on organise la société différemment, et en plus, comme tu l'as rappelé, on a l'espace et on a la richesse en fait pour pouvoir les accueillir. Il faut juste qu'on soit assez intelligent pour avoir le plan pour le faire. Et ensuite que faire accepter ce plan, que ce plan soit porté en fait par les gens. Si le pape peut nous aider à faire comprendre au moins aux cathos de France, de Navarre et d'Europe que effectivement nous n'avons d'autre choix parce que nous sommes des êtres humains et pour être à la hauteur en fait de notre humanité, nous n'avons d'autre choix en fait que de les accueillir tous et toutes dignement. S'il peut nous faire aider à comprendre ça à ces cathos, très bien. Moi, c'est pas au catho qui va faire comprendre. Exactement, même plus loin, plus largement. Mais bien sûr, il n'est pas une morale qui dépasse. Il s'agit de convaincre les cathos, ils sont plus que 5% pratiquants, on s'en fout. C'est pas le sujet. Non, c'est qu'il se réfère à une histoire. Qui est une histoire profonde, séculaire, et c'est ça qu'il peut rappeler. Il peut rappeler que l'enjeu, c'est un enjeu d'appartenir à l'humanité, quoi. C'est ça qui se joue dans cette histoire-là, et que les trucs, mais ils sont délirants là, hein, quand même, l'invention entre ceux qui veulent faire régulariser les sans-papiers en fonction des métiers, puis ceux qui veulent qu'on exporte à l'extérieur des frontières de l'Europe le tri. Hein, alors en Tunisie, en Turquie, c'est ce qui se passe déjà. au Rwanda, oui, mais enfin c'est
abject, mais à un niveau d'abjection c'est ce qui qui se passe. est... On paye les Tunisiens, enfin, on paye l'État tunisien, on paye l'État turc pour qu'ils maîtrisent là-bas. Ils font des... C'est abominable ce qui s'y passe. Voilà, et on ne pourrait plus déposer cette demande d'asile dans les... Enfin, il faudrait la déposer dans les consulats, etc. Enfin, un truc complètement dingue. Ah non, mais c'est abominable. Enfin... Ouais, et c'est pour ça que je trouve que, en l'occurrence, moi, je pense qu'il faut se faire comprendre, mais là, cette logique des régularisations des métiers en tension, c'est pas que ça ne va pas assez loin, c'est que ça ne va pas dans la bonne direction. Voilà, c'est ça qui fait problème, c'est que là, on valide quelque chose et il faut une gauche solide. Je pense qu'on peut gagner face à Marine Le Pen, mais en tout état de cause, il faut qu'on ait une gauche solide. C'est-à-dire, même si on perdait, ce que je ne souhaite pas et ce qu'il est beaucoup trop tôt pour dire, la suite du monde et de l'histoire, c'est qu'il faut une alternative progressiste debout et pas qui a déjà, enfin, je veux dire, on paye encore le fait que la social-démocratie se soit convertie au social-libéralisme. Si nous, c'est pour nous convertir au réalisme finalement de ce que font les sociodémocrates, les Allemands viennent d'annoncer qu'ils ne donneraient plus de nouveaux visas pour les Italiens et les Danois, ils ont mis des règles complètement démentes. Les sociodémocrates danois. Donc voilà. Ça nous met dans un mur grave pour longtemps, sur la longue durée. Donc, on ne peut pas lâcher sur ça. C'est sur ces mots de résistance qu'on terminera ce débrief. À la semaine prochaine. Salut.